3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi ça va a priori, car si tout va bien normalement, quand cette vidéo sortira, je serai en vacances. Ouais, en vacances en Sicile, en mode je me dors la pilule. En même temps ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas voyagé en dehors des trips pour le basket, alors croyez-moi, là je kiffe. On est bien en Italie. Che cosa vuoi dire in sostanza? Donc vous avez capté pourquoi il n'y a pas eu de live cette semaine, et pourquoi il n'y a pas eu de best-of mercredi. Et ouais, c'est comme ça, mais j'ai quand même réussi à m'organiser en préparant du contenu à l'avance en mode Airball Project. Et vu qu'en rentrant il va falloir que je m'y remette, je vous annonce du très lourd pour mon retour. Mardi, attention pas le lundi, mais oui mardi le 27 juillet à 21h30, soit 2 jours avant la draft, je vous annonce ma mock draft. Et ouais, beaucoup l'avaient réclamé, moi je vous l'avais promise, donc rendez-vous sur le live pour voir ça. Autant vous dire que vu que je rentre de vacances le lundi soir, je ne vais pas chômer le mardi, mais c'est pas grave, je suis super hypé. Enfin bref, revenons dans le présent, ou peut-être même le futur vu que je suis en vacances, ou bien le passé pour vous, je sais plus trop. Ouais, je suis perdu. Donc revenons au sujet du jour, le Airball Project, le dernier de la saison. Alors après Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs, Jonathan Kuminga et Scottie Barnes, c'est sur le français Joël Ayayi que je vais me pencher. Et ouais, parce que cette année on pourrait bien avoir au moins 3 tricolores draftés. Joël Ayayi bien sûr, mais aussi Juan Bégarin et Yves Ponce. Il y a d'autres joueurs aussi, comme Olivier Sarr, qui peuvent tout à fait avoir leur chance, ça va être intéressant. Alors si vous pensiez que j'allais vous laisser sans au moins aborder le tricolore qui sera le plus haut drafté a priori, dans quelques jours, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Ah, ça fait mal. Mais allez, comme d'hab, comme dans chaque Airball Project, on va d'abord parler du parcours de Joël Ayayi pour ensuite parler de son jeu, ses forces et ses points à travailler. Ça nous permettra d'imaginer quelques comparaisons, mais aussi d'envisager quel sera son futur dans la grande ligue et dans quel team il pourrait le mieux fitter. Vous le voyez, le programme est chargé, alors let's go, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Joël Ayayi peut-il devenir un role-player de luxe en NBA ? Joël Ayayi, né en 2000 et d'origine béninoise, est né à Bordeaux, la capitale de la grande région, dans laquelle je vis la Nouvelle-Aquitaine. Son nom, il vous parle sûrement, vous connaissez probablement sa grande sœur, Valériane Ayayi, internationale, qui a joué en WNBA, ou même son cadet Gérald, qui lui évolue à Pau. Que des numéros 11 dans la team. Il faut dire qu'avec un papa de plus de 2 mètres, la génétique semblait bel et bien présente pour créer une famille de basketteurs, et ça n'a pas raté. Mais concentrons-nous sur Joël, qui très vite, pendant son adolescence, a été remarqué par les recruteurs de l'INSEP. Direction Paris donc pour lui, pour rentrer au centre fédéral, se développer et se confronter à 15 ans seulement à des joueurs adultes de National 1, intéressant. Là-bas il se débrouille très bien et après 2 bonnes saisons et un Euro U16 très intéressant, le rêve américain lui trotte dans la tête. Et ça tombe bien, alors qu'il est considéré comme une recrue 4 étoiles, il a la chance d'avoir quelques recruteurs qui lui collent au basque. Voilà pourquoi à 17 ans seulement, il prend l'avion direction les États-Unis, et plus précisément en direction Spokane, dans le nord-ouest. Spokane, si vous ne connaissez pas, c'est proche de Seattle, dans l'état de Washington, et c'est là que se situe le campus de la célèbre fac de Gonzaga. Cette fac, il l'a choisie non seulement parce qu'elle fait partie des plus gros programmes US, mais aussi parce qu'elle se spécialise dans le développement des prospects internationaux, comme les Français Ronny Turiaf et Kylian Tilly par exemple, également passés par l'INSEP. Sauf que sa première saison là-bas n'est pas synonyme de jeu, plutôt d'apprentissage, on appelle ça une saison redshirt. Si les entraînements et les séances vidéo lui étaient ouvertes, Joël ne participait pas au match, l'objectif étant de s'accoutumer au système US, sans pour autant perdre une année de son cursus universitaire. Autant dire qu'à seulement 17 ans, à mon avis, c'était la solution et l'idée la plus raisonnable. Joël, de toute façon, s'est rendu compte lui-même que quand il est arrivé là-bas, il était un peu perdu. C'est normal, nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles habitudes. Il a aussi réalisé que son gabarit était plutôt frêle par rapport à pas mal d'universitaires américains et qu'il avait du travail à fournir. Même Mark Few, le coach de Gonzaga, se questionnait. Est-ce que ce jeune Français aurait du temps de jeu à l'université un jour? Eh bien, je vous spoil, il s'est mis à bosser et il en a eu. Il passe du temps à la salle, enchaîne les shoots et l'été, il revient jouer avec les Bleus. En 2018, il remporte la médaille de bronze à l'Euro U18, la même médaille qu'il arborera fièrement autour de son cou lors de la Coupe du Monde U19 l'été suivant, et les progrès sont flagrants. Comme indicateur de ce développement, il suffit de regarder l'évolution de son temps de jeu. De 5 minutes de moyenne par match lors de sa saison freshman terminée en 2019, il est passé à 30 minutes en étant starter dans l'une des top teams du pays l'année dernière. Est-ce que là, vous arrivez à capter l'intensité de l'explosion ? Aujourd'hui, le français évolue au poste 2, mesure 1m96 pour 81 kg et possède une envergure très intéressante de 2m03. Réputé pour son jeu hyper complet, il réalise même le premier triple-double de toute l'histoire de sa fac, c'est énorme. Pour couronner le tout, il participe à l'incroyable saison des Zags, invaincu jusqu'à la finale de la March Madness perdue contre Baylor. Ayayi est même en lice pour le trophée de meilleur arrière du tournoi. Avec toute cette hype et toute cette émulation, il a compris que c'était sûrement le moment pour lui. Alors après avoir retiré son nom de la draft quelques semaines
semaines avant l'événement. En 2020, Joel a voulu se jeter à l'eau cette fois-ci, pour de bon. Après en avoir discuté avec mes proches, j'ai décidé de poursuivre mon rêve de jouer en NBA. Mes 4 années à Gonzaga ont été inoubliables et font partie des meilleurs moments de mon existence. J'aimerais remercier tout le monde à Gonzaga, en particulier le staff et tous mes coéquipiers qui sont devenus des frères pour la vie. Il passe donc actuellement par tout le processus et lorsque l'on regarde les mock drafts, on se rend compte que ses chances sont plutôt grandes. Si les plus optimistes comme Tankaton, NBADraft.net et NBA Draftroom le voient drafté en fin de premier tour, les autres ont des avis plus variés. Mais en vrai, c'est déjà bien, tout le monde le voit drafté, mis à part NBC et CBS dont on ne connaît pas l'avis. Car ok, ces deux sites n'ont pas mis Joel dans leur mock, mais c'est aussi car ils n'ont publié que leur premier tour. Rien ne dit donc qu'ils ne l'auraient pas mis au deuxième, et quoi qu'il en soit, les chances qu'AEI entende son nom le soir de la draft sont grandes. Sa bonne saison et son gros rôle pendant la March Madness, je pense, amplifient encore ça. Ok, intéressant tout ça, mais à tes yeux, qu'est-ce qui fait dans son jeu qu'il va être drafté? Tiens, pour une fois, tu t'étais fait discret toi jusque-là, mais pour poser des questions, t'es toujours présent, alors on va essayer de te répondre. Alors let's go, place à l'analyse, et en premier lieu, ce que j'aime beaucoup chez Joel, c'est sa science du jeu, ses fondamentaux, ça sent qu'il a bossé à l'école. Le mec, en faisant toutes les petites choses invisibles, rend meilleurs ses coéquipiers et leur facilite la tâche en toute discrétion. Que ce soit sur les rebonds, la défense ou les passes, on le verra plus tard, tout ça, Ayayi est très souvent au bon endroit, au bon moment, et c'est fort appréciable. Se rendre disponible, c'est un peu sa signature, il sait faire, et forcément c'est précieux dans un collectif. Franchement, à mon avis, parfois Mark Few a dû se régaler à le coacher. Il laisse le jeu venir à lui, et arrive parfaitement à se faire oublier pour obtenir des tirs ouverts, c'est cool. Tout ce qu'il fait, ça semble naturel, intelligent, il connaît les systèmes et les exécute à la perfection. Joel propose de bons cuts, dans le timing qu'il peut conclure très efficacement. Mieux encore, avec sa faculté de déplacement, il offre toujours des solutions aux porteurs. Constamment en mouvement, il peut choper des balles lancées, pour ensuite aller conclure easy. Tout ça, c'est très fort. Mais ne pensez pas qu'il n'est qu'un joueur de bout de chaîne, car sa maîtrise du jeu et des fondamentaux lui permet un minimum de jouer pour lui aussi. S'il faut utiliser la main gauche pour prendre un écran et pour finir, il saura le faire, c'est propre. Et surtout, son petit plus, c'est que le gamin est malin, très malin. Les feintes de passe de grand-père pour mettre tout le monde dans le vent font partie de ses moves favoris. S'il shoot à 69% près du cercle, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il sait s'offrir les meilleures occasions. Au-delà de ça, sa vitesse et ses appuis lui permettent d'avoir de très bons résultats en transition. Il court sans jamais s'arrêter et participe à toutes les contre-attaques. Et si en face de lui la défense se place bien, il n'aura aucun souci à balancer un flotteur, plein de touchés. La panoplie du français est juste folle et tous les fondamentaux d'une attaque, il les connaît et les maîtrise sur le bout des doigts. Ah ouais, c'est déjà un super point ça, et pour marquer de loin, est-ce qu'il agit avec la même maîtrise? Figure-toi que oui, depuis un an ou deux, il n'y a même plus à débattre, le shoot fait partie de ses points forts. Le mec a taffé en 4 ans de fac, et ça se voit, sa mécanique est bien huilée, et surtout très efficace. Dans le rôle de floor spacer, en fait, il est excellent. Il pose ses appuis, s'équilibre et envoie la balle avec une trajectoire parfaite. L'arrière est en confiance et ça se voit. Cette saison avec Gonzaga sur catch and shoot, il est juste intraitable. De toute façon, lorsque l'on tourne à 39% à 3 points et 78% au lancer franc, c'est qu'on a taffé, il n'y a pas de secret. Après, j'apporterai quand même une petite limite là-dedans pour ce qui est de la création de son tir. Joel Ayayi est adroit, certes, mais il a besoin de temps pour dégainer, il lui faut sa routine un peu. Et le souci c'est que parfois ça peut quand même lui jouer des tours. Face à des défenseurs plus longs, il peut bien souvent être gêné, c'est chaud. Joel Ayayi pour dégainer a besoin d'écran, a besoin d'espace. Si le gars passe en dessous, là il sanctionne, pas de souci, punir ceux qui ne le respectent pas, il saura faire. Mais s'il n'obtient pas le bon pic au bon endroit, ce sera compliqué. Définitivement, créer seul de la distance avec son vis-à-vis, ce n'est pas la spécialité de Joel Ayayi. Et de toute façon, la méthode qu'il a à utiliser pour marquer des points de loin, il la connaît. Pour scorer en sortie de dribble, il lui faudra du temps pour aligner ses épaules et ses appuis. Sans ça, il sera moins en réussite. De toute façon, plus de 2/3 de ses 3 points inscrits proviennent d'une passe décisive, les stats ne mentent pas. Pour faire simple, aujourd'hui, Joel est un shooter qui brille bien plus en catch and shoot qu'en pull-up. Et tant qu'on est dans le scoring aussi, voici une nouvelle limite, les difficultés qu'il a pour scorer au contact. Oui, l'arrière français a parfois du mal à marquer des points dans le trafic, et il a beau avoir poussé de la fonte à la salle, il reste encore filiforme, ça se voit. Même s'il compense avec son toucher, plutôt que d'aller vers le cercle, il peut avoir tendance à s'en écarter un peu trop. Il faut savoir que son premier pas, même s'il est bon, n'est pas non plus hyper explosif. Et vu qu'il sait qu'il pourra se faire bouger, ça lui arrive de tenter des pull-ups un peu compliqués. Donc s'il arrive à s'ouvrir la voie, Ayayi ira vers le cercle, pas de souci, mais sinon il préférera souvent s'abstenir. C'est aussi pour ça qu'il tente seulement 2 lancers francs par match en moyenne. Pour quelqu'un qui joue 31 minutes de temps de jeu par rencontre, c'est un peu faible. Heureusement, son petit flotteur si bien maîtrisé lui permet de compenser. Mais bon, stop le scoring un peu, car jusque là c'est la seule et unique chose que j'ai évoquée. Un gars qui maîtrise le basket et les fondamentaux généralement est bon
bon dans plusieurs secteurs, et notamment le playmaking. Ça tombe bien, cet aspect représente une vraie force chez notre prospect du jour. S'il a toute la panoplie possible concernant les lay-ups et les flotteurs, il en est de même concernant les passes, j'adore. Déjà, commençons par parler du pick and roll, si important dans la NBA moderne. Ayayi est bon, patient, altruiste, il ne précipite rien, attend le bon moment et livre caviar sur caviar. Mais s'il peut augmenter le rythme aussi, le pace, il peut le faire. En transition, il a toujours la tête levée et il est devenu spécialiste pour lancer ses potes. Et ce qui est cool, c'est que même en contre-attaque, il semble toujours savoir où chacun est placé. Joel a un vrai feeling pour la passe et parfois il semble tout simplement avoir des yeux dans le dos, c'est beau. Après, on pourra soulever que sa moyenne de caviar par match est quand même faible, c'est vrai, mais c'est aussi parce que Mark Few l'utilise principalement off the ball. Par contre, lorsqu'il crée, l'arrière français est tout simplement capable d'apporter de vraies solutions. Qu'est-ce qu'il est utile? Son ratio assist-turnover est très bon, et tout ça principalement parce qu'il maîtrise réellement l'art de la passe. Et si vous doutez encore de sa précision, regardez comment il peut trouver ses teammates même à l'opposé. Perso, je trouve ça génial. Tout ça, encore une fois, c'est principalement lié à son QI basket, à sa science du jeu, et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore particulièrement les joueurs intelligents comme lui. Maintenant, le souci, et encore souci, c'est un bien grand mot, c'est que Joel peut parfois être trop partageur, trop altruiste. Parfois, on a l'impression qu'il n'ose pas tenter sa chance, qu'il ne veut pas forcer, et qu'il préfère mettre en valeur les autres. Ayayi est un joueur très scolaire, c'est cool hein, mais je me dis qu'il pourrait tellement step up s'il jouait un peu plus pour sa pomme de temps en temps. En NBA, si tu t'oublies et que tu n'apparais pas vraiment dans les stats, tu peux vite finir au bout d'un banc, et je n'aimerais pas que ça arrive à Joel, il est trop talentueux pour ça. Et le truc, c'est que je pense que de base, c'est un peu sa personnalité, il est quelqu'un d'un peu timide, ou discret en tout cas. Cette saison, avec des coéquipiers comme Jalen Suggs, Corey Kispert ou Drew Timme autour de lui, il pouvait avoir tendance à s'éloigner, à les regarder jouer un peu. Je capte hein, parce que ça allait dans le sens du jeu, et on ne peut pas lui reprocher ça. Si l'arrière ne prend pas ses tirs, ne prend pas ses opportunités, d'autres les prendront pour lui, et ce serait un peu dommage, parce que intrinsèquement, il est bien meilleur que certains. Alors attention, hein, j'aime qu'il ne force jamais, mais ne tenter sa chance que 8 fois par match en 31 minutes de moyenne, ça reste un faible volume, il faut le dire. Mais heureusement, il y a d'autres stats dans lesquels il fait exploser ce volume, et au niveau du rebond, le français déchire tout. Des mecs de 80 kg qui tournent à 7 prises par match, vous en connaissez vous beaucoup? Moi non. En attaque, grâce à son placement et son anticipation, il est devenu le roi des putbacks. Ses timings sont très bons, ses temps de réaction aussi, et là il n'a pas du tout peur du contact. Ayayi s'offre clairement des points faciles comme ça, et son triple-double il le doit à ses qualités notamment. Puis de l'autre côté du terrain, de toute façon c'est la même chose. Quand il est sur le parquet, l'arrière récupère 18% des ratés de ses adversaires. Pour un joueur de son gabarit, c'est juste invraisemblable. Oh my God! Parmi les arrières en NCAA, personne n'a de tels chiffres, et quand tu es le premier à choper la balle comme ça, c'est un vrai premier pas pour filer et tracer en transition. C'est cool ça, j'aime beaucoup ce profil intelligent et atypique un peu, mais est-ce que défensivement, il possède les mêmes qualités, la même science du jeu? Yes sir, tout va très bien en défense, ou au moins presque tout. Déjà ce que j'aime, c'est son focus loin du ballon, la faculté qu'il a de rester attentif à tout, puis de se jeter sur les lignes de passe, c'est hyper plaisant. Encore une fois, c'est son sens du jeu, son QI basket qui le guide et qui prime. C'est fort encore, il anticipe certaines rotations, et comme toujours, ou au moins comme souvent, Joel est tout qu'il faut quand il faut. Et puis en fait, c'est un peu toujours la même chose, sur tous ces détails invisibles qui sont très utiles à un collectif, le français est présent. Et où qu'il soit, il utilise parfaitement ses outils et son envergure pour faire preuve d'efficacité. Maintenant, n'en faisons pas trop non plus, il reste assez frêle et ne vous attendez pas à ce qu'il défende vraiment sur des pivots, ou qu'il puisse protéger le cercle. Néanmoins, face à des joueurs de sa taille, il bouge bien, il est solide sur ses appuis et les gêne jusqu'au bout. Il oriente les gars sur leurs mains faibles et sait tout à fait les mettre en difficulté. De plus, Joel est suffisamment intelligent pour lever les bras et contenir sans faire de faute, balèze. Et franchement, même certains postes 3 qui sont quelques centimètres plus grands et qui font quelques kilos de plus, il peut les embêter. Avec son côté hustler et ses mains actives, il peut vite devenir une vraie plaie. Mais à nouveau, j'aimerais soulever un bémol. Parfois, Ayayi veut tellement bien faire qu'il commet quelques erreurs, notamment sur certaines rotations. Ses aides ne sont pas toujours bien senties, et quand il switch, il peut vite être en difficulté. Et ça s'empire quand il subit un gros écran. Là, ça peut parfois devenir embêtant. Joel a tendance à vraiment rester collé dedans, avant d'être complètement pris de vitesse. Si bien souvent son hustle permet de compenser, ça ne suffit pas toujours. Son physique l'oblige régulièrement à passer derrière les pics, et généralement, quand il fait ça, il se fait punir. Je pense que là, on met le doigt sur l'une des principales raisons qui font qu'il serait surprenant de le voir en lottery pick. En NBA aujourd'hui, on switch sur tout, absolument tout, et Ayayi n'a pas vraiment le profil pour devenir élite dans ce domaine un jour. Mais maintenant, ce qui me rassure, c'est qu'il est un vrai bosseur, avec une vraie éthique de travail. Depuis sa saison redshirt, il bosse comme un acharné, à la salle comme en séance vidéo, il n'y a pas de secret,
on ne connaît pas autant de progrès sans taffer. De 27% au shoot lors de sa campagne freshman, il est passé à 39 la saison dernière, c'est forcément qu'il en a mangé des répétitions. Il est un joueur qui fera toujours ce qu'il faut pour progresser et pour permettre à son équipe de gagner, et s'il y a besoin, il se musclera, j'en suis certain. Ayayi est quelqu'un d'altruiste, de sérieux, toujours actif, qui ne se plaint jamais, qui écoute les coachs et donne l'exemple à ses coéquipiers, et qui de fait adore jouer avec lui. Vous voulez quoi de plus? L'arrière est mature, a la tête bien faite, et forcément c'est un vrai avantage lorsque l'on s'apprête à passer pro. Franchement, malgré les failles que t'as soulevées, qui semblent réelles, j'aime beaucoup son profil sérieux et discret. Franchement, ouais, moi aussi j'aime beaucoup, et en fait, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, je le trouve dans la droite lignée de pas mal de joueurs européens. Et vu que vous me demandez tout le temps des comparaisons, je vais me prêter au jeu, même si vous le savez, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça. Ceci dit, dans l'aspect scolaire et réservé, il me fait un peu penser à Frank Ntilikina, avec moins d'envergure, moins d'outils défensifs, mais peut-être avec plus de shoot, de playmaking et de sens du jeu encore. Puis pour éviter de tomber dans le cliché en le comparant forcément à un tricolore, j'ai essayé de trouver un américain aussi. Là, j'ai pensé à Nickel Alexander-Walker, qui est à peu près dans le même gabarit, et que je trouve très sérieux dans son jeu aussi. Maintenant, Ayayi me semble plus adroit, mais moins explosif. Voilà pourquoi en vrai je n'aime pas vraiment les comparaisons. Chaque joueur est unique, et jamais on ne trouvera le clone parfait, heureusement d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui me plaisent vraiment quand j'imagine le futur de Joel Ayayi en NBA. Beaucoup de combo guards, comme il peut l'être, présentent un défaut commun, celui de ne pas être assez playmaker pour jouer au poste 1, mais celui de ne pas être assez grand pour jouer au poste 2. Et bien avec Joel, tout va bien. Du haut de son mètre 96, sa taille est très honnête pour un shooting guard, et en parallèle, son playmaking peut à mon sens lui permettre de mener le jeu, sans problème. Si j'avais le choix d'ailleurs, je pense que je préférerais le voir au poste 1. J'ai l'impression qu'en termes de playmaking notamment, il dispose d'ores et déjà de toutes les qualités nécessaires pour au moins être un backup solide à terme en NBA. J'aime dire que dans le basket, quel que soit le niveau, il y a toujours de la place pour les joueurs intelligents et partageurs. Joel Ayayi fait partie d'eux. À Gonzaga, et encore plus avec la présence de Jalen Suggs, on ne lui a jamais donné trop l'occasion de porter la balle ou de créer pour les autres. Et pourtant, lorsqu'il l'a fait, il a brillé. De plus, au vu du physique tanké de beaucoup d'arrières en NBA, je préfère le voir défendre sur des postes 1 que sur des postes 2. Quoi qu'il en soit, et même s'il ne pourra pas switcher partout, Joel saura tout à fait partir en mission, en sortie de banc, pour fournir exactement ce que son coach attend de lui. Puis avec ses qualités off the ball, il peut vraiment correspondre à certains profils recherchés, comme celui d'arrière 3&D. J'aime beaucoup ses fondamentaux et sa connaissance du basket feront partie de ses principales forces, c'est clair et net. S'il s'épaissit un peu, sa défense pourrait devenir très bonne, et dans un futur proche, je l'imagine vraiment efficace, au moins sur les guards. Maintenant, j'aimerais bien qu'il se fasse violence un peu, scorer sur catch and shoot et sur contre-attaque, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours pour que les coachs te remarquent. J'espère que son côté hustler changera la donne, parce que là-dessus, en vrai, je l'imagine mal changer sa personnalité du tout au tout, et il vaut peut-être mieux d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, peu importe, Joel Ayayi est un joueur malin, altruiste, énergique et volontaire, et c'est vraiment ça qui fait son talent avant tout le reste. Gonzaga a toujours su former de vrais professionnels, et le français rentre parfaitement dans ce moule. À Spokane, il a développé un vrai sens de la win, et je suis persuadé qu'il pourra faire du bien dans n'importe quel collectif. Là d'ailleurs, si je dois penser à une team dans laquelle il fitterait particulièrement, j'imagine bien les Sixers. Je n'inventerai un, parce que pas mal de rumeurs disent que ces derniers sont intéressés et leur choix numéro 28 pourrait totalement correspondre à ça. Jusque là sur le banc à Philly, les arrières les plus prometteurs sont Shake Milton et Tyrese Maxey, et même si on ne sait pas encore s'ils vont rester, ils présentent un peu, je trouve, le même profil, celui de dynamiteurs qui vont créer pour eux et tenter de mettre le feu aux défenses adverses. Joel lui présente un jeu plus organisateur, plus patient, plus cérébral, et je trouve que la saison passée ça a un peu manqué aux Sixers des joueurs comme ça. Le recrutement de George Hill à la deadline d'ailleurs allait un peu dans ce sens, mais il n'a pas vraiment convaincu. De toute façon, de manière globale, un mec qui peut assurer en catch and shoot et en pick and roll fera forcément très bon ménage avec un intérieur comme Joel Embiid, et rien que ça me hype. Je veux dans une team qui a des objectifs, qui a des ambitions, qui possède un public de passionnés, et j'aimerais bien le remettre dans un contexte un peu comme celui de Gonzaga, et la franchise de Philadelphie semble correspondre à mes exigences plus ou moins. Je vois, c'est intéressant, mais réponds à ta question du jour. Est-ce qu'avec tout ça, tu le vois devenir un jour un role-player de luxe en NBA? Déjà, devenir un role-player actif des deux côtés du terrain qui répondra aux besoins de sa team, je pense que ce sera le cas, ce sera même le minimum pour Joel. Maintenant, pour devenir un role-player de luxe, il devra se faire confiance, mais aussi gagner la confiance des autres, de ses coachs comme de ses coéquipiers. Voilà pourquoi l'environnement dans lequel il atterrira sera essentiel à mon sens. Et du coup, on va conclure là-dessus, si les astres veulent bien s'aligner de la bonne façon et qu'ils tombent dans le bon contexte, sky is the limit pour le français.
Voilà pour ce qui est de Joël Ayayi, voilà pour ce qui est de mon 7ème Airball Project de la saison. Vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous pensez que Joël Ayayi peut avoir un vrai avenir en NBA? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires. Depuis la Sicile, ça m'occupera, dans les transports notamment, ça m'intéresse donc lâchez-vous. Et surtout, je vous le répète, n'oubliez pas, mardi à 21h30 sur Twitch, je vous présente ma mock draft et je sais que vous l'attendez. Ce sera ma toute première en live et je vais faire en sorte que ce soit vraiment lourd, j'ai trop hâte. Donc pour être sûr de ne pas zapper et d'être au rendez-vous, il n'y a qu'une seule solution. Bah oui, suivez-moi sur Twitch, c'est le seul moyen de recevoir les notifications. Faut que je le précise aussi, si vous avez kiffé la casquette que l'autre guignol du canapé portait tout à l'heure, elle vient des copains de The Perfect Cap. Ils ont tout plein de choix sur leur site, alors je vous mets le lien en description avec même un code promo, donc allez checker. Puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Je vous préviens, tous ceux qui le feront pas, je ferai en sorte que leur team préféré draft Jackie Moon. Pas ouf hein, en vrai comme pic. Et enfin, vous connaissez, pour le soutien ultime, c'est sur Tipeee que ça a lieu. Et ça aussi, vous le savez, encore plus pendant l'été, j'ai besoin de vous la team. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui sont déjà là. À très vite.